keynote, point clé, communication clé. Ce sera celle tout de suite de Rob Hopkins, qui est fondateur du mouvement des villes en transition. Ce Britannique est un spécialiste de la permaculture et de la sortie de notre dépendance aux énergies fossiles. Et l'intitulé de cette keynote, c'est « Les territoires positifs, rêves ou réalités ». Rob Hopkins, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, je suis navré, mais je vais devoir parler anglais. Donc j'espère qu'il y a des casques pour ceux qui auront besoin de traduction. Bien, donc l'écrivain Susan Griffith disait un jour, on pourrait dire que les sociétés humaines ont deux frontières. La première est sur les frontières du monde naturel, les autres frontières sont les frontières de l'imaginaire collectif. Et ça, c'est une des choses dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Si ça marche. Voilà. Donc, j'aimerais commencer en vous emmenant dans l'un de mes endroits, mes lieux préférés. C'est une forêt près de laquelle j'habite. Et lorsque je marche dans cette forêt, je me dis que cette forêt est vraiment le modèle... Ah non, pardon, c'est pas la bonne... Je me disais que cette forêt est vraiment le modèle le plus magnifique que nous devons créer pour notre économie. C'est un modèle où lorsque la pluie tombe sur la forêt, ça n'est pas comme lorsque la pluie tombe sur ce bâtiment et disparaît. Non, la forêt transforme cette eau en une sorte de buée d'humidité en gouttes qui reste sur les feuilles et ses racines sont un grand lac, si vous voulez. Cette eau est maintenue et se déplace très très lentement. Et pour moi, c'est un petit peu une belle image de l'économie de ce genre. Comment peut-on faire en sorte que l'argent qui rentre dans cette ville fasse autant de choses que possible, avec autant de créativité, avant de inévitablement disparaître? Et ça, c'est une idée sur laquelle nous avons travaillé. Et cela fait des années que nous y pensons. Essayer de réimaginer l'économie pour que l'argent circule à travers l'économie, de même ainsi que l'eau circule à travers une forêt. Alors, je n'ai qu'un seul graphique à vous montrer aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Je crois que c'est très important. Ici, on peut voir où l'on se trouve dans l'histoire. On a pris, on a gaspillé, et puis on peut voir que l'urgence est là. Et la crise est énorme et il faut faire quelque chose. Et l'on doit réduire nos émissions de 10% tous les ans à partir d'aujourd'hui. Nous vivons à une époque où les impacts du changement climatique sont tellement évidents avec les incendies, les glaces qui fondent, la fonte des glaces. Enfin, ce que je dis, c'est que la seule façon dont on pourra procéder pour aller de là à là, c'est si on arrive à raconter des histoires de cet endroit pour le rendre vivant. Cet endroit est tellement délicieux qu'on serait tellement déçu si, en fait, on n'y arrivait pas. Si on dit « Ah, on va réduire les émissions de 80% en 2050 », quelle est la saveur de cela? Quel est le goût? Quel est le sentiment de vivre à cette époque? Et c'est là que l'imaginaire prend le dessus. Il y a quelques semaines, nous avions l'ouragan Dorian là, qui a frappé les Bahamas, qui a été décrit comme étant le plus grand siège de météo destructrice jamais observé. En principe, ce genre de tempête passe. Là, cette tempête est restée au-dessus des Bahamas pendant 36 heures. Imaginez, c'était terrifiant pour les gens qui étaient là-bas. Le besoin de réduire nos émissions de carbone est une urgence absolue. Et aujourd'hui, vous savez, vendredi dernier, on a pu voir ces grèves pour le climat, ces marches pour le climat, menées par les jeunes, avec le soutien des adultes. J'ai vu sur Twitter, en venant ici, que déjà les écoles, les grèves dans les écoles sont les plus grandes jamais observées. C'est extraordinaire. Vendredi dernier, je me suis rendu à Londres, à Westminster, afin de soutenir les marches pour le climat là-bas. Et c'était extraordinaire. Et ça m'a donné tant d'espoir. Et il y avait une chose que j'aimerais offrir à votre imagination aujourd'hui. Et si
dans l'avenir, on se repenchait sur cette journée d'aujourd'hui, avec cette deuxième marche pour le climat, cette grève des écoles massive, comme étant un petit peu le jour où l'on a chuté dans l'urgence et qui a mené, si c'était le point vraiment, le point de bascule qui fait qu'on a changé, et le moment, le tournant, le virage, la conscience publique de cette nécessité qu'il faut vraiment faire quelque chose. Ça, c'est un moment artistique magnifique. On a besoin, il faut que ces actions soient magnifiques, soient théâtrales, et ce que l'on peut voir, c'est que ces grèves des écoles, et puis on a un mouvement, vous savez, rébellion contre l'extinction. Il y a ces mots qui disent on est en état d'urgence, c'est l'état d'urgence. On peut voir, vous savez, les musiciens qui disent il faut agir comme si on était dans l'état d'urgence. On a des architectes qui disent nous déclarons l'état d'urgence climatique. Le secteur culturel également, beaucoup de théâtres et d'organisations théâtrales au Royaume-Uni déclarent l'urgence climatique. Et qu'en serait-il dans vos secteurs, dans les secteurs où vous travaillez, si vous déclarez l'urgence, l'état d'urgence climatique, et si vous agissez bien sûr en fonction? Mauvais bouton. Bien, parce que je pense qu'il est encore possible de créer un avenir absolument extraordinaire. Voici le dessin d'un artiste qui dessine l'avenir. Cela pourrait être Le Havre dans 20 ans. Vous savez, un lieu plein de biodiversité, extrêmement riche en termes de biodiversité. Une fois que l'on commence à aller dépasser la voiture privée, imaginez l'espace que l'on donne aux voitures aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on va faire avec ces espaces? On pourrait avoir des villes comme cela, où la nourriture pousse partout. Et on peut déjà le voir à Paris. Et la nuit dernière, on a pu entendre parler de ces pionniers de l'agriculture urbaine qui vont en ce sens déjà. Ça, c'est tout à fait possible. Mais on doit pouvoir l'imaginer avant de le créer. Et puis il y a le mouvement de transition qui a commencé dans ma petite ville au Royaume-Uni et qui est maintenant présent dans 50 pays. Il y en a qui sont beaucoup présents en France, un petit peu partout. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de créer maintenant, ici et maintenant, des exemples, des saveurs, des goûts de ce que l'avenir sera. On est en train de construire la nouvelle économie, la nouvelle société, sans attendre l'autorisation, sans attendre rien du tout d'ailleurs. On retrousse ses manches et on se met au boulot. Et puis il y a plein d'histoires, et je vais vous en raconter certaines histoires de ce mouvement de transition. Mais ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'on a un problème. Et si vous voulez, nous vivons à une époque où notre imagination n'est pas aussi puissante qu'elle devrait l'être. Nous sommes confrontés au changement climatique et on pourrait se dire que ce changement climatique, c'est l'échec de l'imagination. Les générations futures, c'est diront, mais vraiment, vous n'avez pas pu trouver le truc. Enfin, honnêtement, c'était pas compliqué. Il suffisait d'imaginer quelque chose de différent que ce que vous avez devant vous. Et là, vous savez, il y a ces activistes du climat qui disent qu'il n'y a pas de solutions non radicales qui sont restées. Toutes les solutions, finalement, demandent de réimaginer les choses. Et c'est tellement passionnant, le potentiel est passionnant. Et voici le résultat d'une recherche réalisée il y a 8 ans qui suggère que l'imagination et le QI ont augmenté ensemble jusque vers les années 90. Et puis ensuite, l'imagination a baissé et le QI décline depuis. Et c'est un problème parce que si l'on veut aider les personnes autour de nous à imaginer le futur différemment, et ce muscle de l'imagination est faible, si vous voulez, donc il faut le renforcer et il faut lui donner, faire attention à lui. Ça, c'est une partie de votre cerveau très importante, c'est l'hippocampe. C'est la partie de votre cerveau d'où part l'imagination, et c'est le lieu de la mémoire également. Et l'hippocampe, c'est cette partie de notre cerveau qui est extrêmement vulnérable au cortisol quand on est anxieux, quand on est traumatisé, stressé. Dans ce cas-là, l'hippocampe peut réduire de 20%. Et quand ceci arrive, on ne peut pas penser à l'arrivée de façon positive, avec espoir. Et nous vivons à une époque, si vous voulez, que les psychologues appellent l'ère de la peur, si vous voulez. Et si vous voulez, l'hippocampe a tendance à réduire ce tout le monde. Et donc, comment peut-on créer les meilleures conditions pour l'imagination, pour que cette imagination retrouve sa puissance? Comment
transformer Le Havre en un campus pour l'hippocampe. Alors, je vais partager un modèle avec vous qui sort du livre que je vais publier bientôt. Voilà, quels seraient ces ingrédients qui nous permettraient de stimuler l'imagination? Et il y a 4 choses. La première, c'est l'espace. Pour imaginer, on a besoin d'espace. On le sait tous dans la vie que notre imagination, vous savez, fleurit lorsqu'on est sous la douche, lorsque l'on court, lorsqu'on a de l'espace autour de nous. Et en règle générale, cet espace est rempli avec le travail, on est occupé des préoccupations, avec tous ces engins extrêmement addictifs que nous portons tous dans nos poches. Et nous avons de moins en moins d'espace pour le rêve, pour regarder par la fenêtre et imaginer des choses. Parce qu'on est terrifié par l'ennui. Donc, comment ramener cela? Eh bien, passer plus de temps dans la nature, donner l'opportunité aux gens de passer plus de temps en contact avec la nature, et on a prouvé que c'est extrêmement positif pour l'imagination et la créativité. On pourrait avoir peut-être un revenu universel de base, travailler moins, plus de sécurité économique. Peut-être que cela permettrait aux gens d'avoir plus d'espace dans leur vie pour pouvoir avoir plus d'imagination. C'est une véritable question pour les gens qui dirigent nos pays. Comment créer plus d'espace pour la vie des gens? Ensuite, on a besoin de lieux. On a besoin de lieux où les gens puissent venir et où on invite finalement leur imagination, des choses attendues et non attendues. Voici un homme qui s'appelle Jason Roberts, qui est en charge d'un projet à Houston qui s'appelle Better Block. Et chez Better Block, il recrée des espaces. Ils vont aller vers un endroit vraiment sans charisme comme celui-ci. Personne ne sait ce qui va arriver. Ils arrivent la nuit et ils construisent la nuit, et le matin, les gens arrivent et ça ressemble à ça. Comment peut-on occuper des espaces où les gens viennent régulièrement au Havre et transformer ces espaces en quelque chose d'inattendu, comme je sais pas, un théâtre? C'est théâtral. Donnez-leur un goût de cet avenir ici et maintenant, de façon inattendue. À Barcelone, ils ont cette révolution politique incroyable. Ce qu'ils ont fait, c'est créer des super blocs où ils ferment les portes et ils remplissent ces rues d'arbres. Ces rues sont sécurisées, les enfants peuvent y jouer sans danger. Ils créent des espaces dans lesquels les personnes peuvent respirer et imaginer. Voici un projet magnifique, un projet en Allemagne, où ils ont planté une forêt dans un stade de football. C'est un petit peu ce projet où on a planté du blé sur les Champs-Élysées, où l'on fait pousser du houblon sur l'Opéra de Paris. Ce sont des choses qui sont complètement décalées et qui vous montrent ce qui est possible. Des choses vraiment qui nous parlent et qui nous prennent par les tripes et qui sont vraiment incroyables. Et voici un projet magnifique qui nous vient de la transition en Afrique du Sud. Il y avait une ville qui s'appelait Greyton, et cette ville, il y avait une énorme décharge au bord de la ville. Et les gens, donc dans des groupes de transition, se sont rendus compte, oui, on se souvient qu'on a passé notre jeunesse à aller à des festivals où on arrivait sur une pelouse magnifique et on passait 4 jours à la couvrir de déchets. À votre avis, que pensez-vous d'un festival où l'on va vers une déchetterie et on passe 4 jours à nettoyer? Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les bouteilles de plastique et ils les remplissent avec des choses pour créer une éco-brique, quelque chose de vraiment très dense. Et maintenant, ils construisent des bâtiments. Et donc, ils sont en train de transformer ces déchetteries en un centre éducatif. Voici une école qui veut créer un lieu différent pour l'imagination. C'est une école qui s'est dit, comment peut-on faire pour que l'école soit plus une école artistique? On a des systèmes vraiment qui sont ruineux pour les enfants. On a des enfants qui, à l'âge de 4 ans, souffrent d'anxiété et de stress et qui ne peuvent plus à l'école. Qu'est-ce que l'on peut faire? Il faut travailler pour développer l'imagination de ces enfants. On a besoin d'une approche différente de l'école pour former les gens et les enfants afin qu'ils puissent vivre à l'ère d'aujourd'hui. Et dans cette école, en plein cœur de l'école, il y a un atelier inspiré par des écoles italiennes d'ailleurs. Ils n'ont pas de salle de classe, ils ont des studios comme dans des écoles d'art. Il faut que vous ayez l'impression d'être dans une école d'art et pas à l'école.
Et donc, une des choses que j'aimerais laisser dans votre mémoire, ce sont deux mots. Et si. Et si. What if, en anglais. Et vous avez... pour moi, ce discours, c'était une grande déclaration d'amour à ces deux mots. Voici un endroit à Londres qui s'appelle Tooting. Il a une grande route avec plein de boutiques, où il y a énormément d'activités. Il n'y a pas un square, il n'y a pas d'espace vert. Et en fait, il n'y a qu'un seul endroit pour avoir un espace vert. C'était un endroit où les bus font demi-tour. Et donc, un beau jour, ils ont pris cet espace et ils se sont dit, et si, ici, on avait notre green, notre espace vert. Et pendant une journée, ils ont rempli cet espace de nourriture, de musique, de fleurs, de pelouse. Et ils ont passé la journée comme si ce changement avait déjà eu lieu. J'ai pu ôter mes chaussures et fouler du pied cette douce pelouse de Tooting. Et si c'était notre village, et si c'était notre coin de verdure? Et là, les gens ont commencé à regarder vers le mur. Quand ça sera à nous, qu'est-ce qu'on peindra sur ce mur? La permission change. Il y a quelque chose de fondamental qui s'est déplacé, qui a changé. Ça, c'est à Londres où un géographe extraordinaire a cherché à créer cette carte de Londres qui montre juste les endroits verts et le bleu. Et il dit 49% de Londres, de l'espace de Londres, est vert et bleu. Et si on faisait encore un demi-pourcent, ce serait un parc national parce que ce serait une majorité d'espace vert et bleu. Il a dit on devrait désigner Londres comme un parc national. Donc ce projet maintenant est en route. Le maire de Londres a déclaré que Londres est un parc national. C'est vraiment une question fondamentale. Et si, what if? Donc voilà, on promet ça avec et si à Londres on n'entendait pas les voitures parce que les oiseaux chanteraient tellement fort, et si les rivières étaient aussi tellement propres que l'on pourrait aller à la nage au travail. Voilà, on se pose des questions comme ça. Voilà, ça c'est à Liège en Belgique. On disait, et si d'ici une génération la majorité des aliments qu'on l'on mangeait à Liège poussaient juste à Liège ou tout autour. J'étais à un événement où ils ont lancé cette idée à Liège et j'y suis retourné l'an dernier. Et entre-temps, ils avaient créé 21 coopératives nouvelles. Ils ont levé 5 millions d'euros de la population locale. Ils ont créé une ferme de vignobles, beaucoup de magasins au centre de la ville. Extraordinaire. J'ai rencontré le maire de Liège. Il a dit, voilà, c'est ça maintenant l'histoire de notre ville. Nous, notre rôle, c'est de lever tous les obstacles pour que ceci puisse vraiment arriver à accélérer. Avant, on disait on voulait que ce soit une ville intelligente. Il a dit maintenant, on veut que ce soit une ville de transition. Et je suis allé à Montsartou dans le sud de la France, où ils sont passés ils avaient 100% ils ont 100% de nourriture organique dans les écoles. Et quand je me promenais là, je me sentais vraiment, c'est extraordinaire ce qui se passe parce que c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant. C'est bon pour la diversité, c'est l'économie locale, tout. On peut créer des solutions pour le changement climatique qui est bon pour tout le monde et bon pour tout. Et ça, c'est quelque chose de vraiment puissant. Ça, c'est une femme qui est à Mexico City, qui travaille pour la municipalité de Mexique. Ils ont le ministère de l'imagination. On dirait que c'est quelque chose qui sort d'un roman de Harry Potter, mais c'est la réalité. Ils ont le ministère de l'imagination, de l'imaginaire, et c'est dans la ville et travaillent à vraiment éveiller l'imagination dans cette ville et des choses qu'avant on se disait c'est pas possible, les rendre possibles. Dans la ville de Bologne, ils ont également un bureau d'imagination spécifique, de civique. Ça travaille avec la population, ça fait l'interface entre la municipalité et la population, et ils mettent en place des pactes. C'est où la municipalité dit oui, si on veut que ce projet se passe, on va offrir ceci et ceci, vous amenez cela et cela, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Oui, on y va. Et dans les 5 dernières années, ils ont créé près de 500 pactes à Bologne. Et c'est merveilleux parce que ça signifie que les idées des
gens sont respectés et changer en quelque chose de réel, de vrai. Si moi, une idée que j'aimerais que vous laissez avec vous, c'est que le Havre est un pacte d'imagination civique. Et ça, c'est à Preston, dans le nord de l'Angleterre. Ça, c'est basé sur la forêt. C'est un modèle économique basé sur la forêt dont j'ai parlé au début. Leur idée, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'argent circule autant que possible en se servant de ce qu'ils se servent des institutions ancres, les universités, l'hôpital, les villes, et l'argent que dépensent revient à nouveau dans l'économie locale. Et récemment, dans un questionnaire, on a dit que la cité qui s'est améliorée le plus dans la ville, dans le Royaume-Uni, c'est Preston, parce qu'il crée des espaces pour l'imaginaire. Et j'étais à Grand-Sainte récemment, j'ai rencontré David Carême, le maire là, et je pense que son approche sur comment on s'attaque au changement climatique est exemplaire. Il dit les profits que nous générons en faisant des économies à travers des initiatives contre le changement de climat, on s'en sert pour les gens les plus pauvres dans la ville. Le transport public est gratuit. Les 500 000 € qu'ils ont économisés avec des nouvelles lumières, et ça a été donné aux plus pauvres. Ils ont ces jardins urbains tout autour de ces HLM pour que les gens puissent vivre dans des cadres magnifiques et verdoyants. Je veux conclure là-dessus. Rapidement, je vais vous laisser avec un commentaire. En 1963, 4 jours après Rosa Parks, après que Rosa Parks était arrêtée sur le bus à Montgomery, dans l'Alabama, Martin Luther King a fait un discours qui était un de ses premiers grands discours. Et Martin Luther King a dit, ici même à Montgomery, quand les livres d'histoire seront écrits, à l'avenir, quelqu'un devra dire, là, il vivait une race de personnes noires, des personnes qui avaient le courage moral de défendre leurs droits, et ils ont injecté une nouvelle signification dans les veines de l'histoire et de la civilisation. J'aimerais croire qu'aujourd'hui, qu'avec les grèves des écoles, que l'on passe dans ce mouvement où l'on bascule dans une nouvelle ère d'action autour du changement climatique, et qu'aujourd'hui, pour vous, vous allez vous dire, aujourd'hui, ça a vraiment injecté une nouvelle signification dans les veines de l'histoire et de la civilisation, parce que rien de tout cela ne peut arriver sans vous. Je vous remercie. Thank you, Rob. Merci.